Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Culture is the New Black. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'artisans qui ont décidé de faire les choses autrement. Et pour ça, direction la faïencerie Georges, à la rencontre de Carole Georges, qui a récemment été décorée de la Légion d'honneur, et de son mari, Jean-François Dumont. Tous les deux ont choisi de quitter Paris pour Nevers, où est implantée l'entreprise familiale depuis 1898. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur les plus grandes tables du monde, mais tout commence ici, dans leur atelier neversois. Et ça tombe bien, on a rendez-vous avec eux. Suivez-nous. Bonjour Jean-François, bonjour Carole. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup où est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On est à la faïencerie Georges, à Nevers, dans un bâtiment assez historique, assez ancien, et on fabrique de la faïence de Nevers. Est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu l'histoire de la faïence et de l'histoire de la faïencerie Georges? L'histoire de la faïence, c'est encore plus ancien, puisque c'est depuis le XVIe siècle. C'est donc le duc de Mantoue qui est venu d'Italie pour se marier avec Henriette de Clèves et qui a ramené son savoir-faire, l'art de la faïence en fait, et qui s'est trouvé bien content parce qu'il y avait la Loire pour emmener les pièces dans le monde entier, il y avait la terre qui était aussi d'argile qui permettait de fabriquer, et puis le Morvan qui offrait beaucoup de bois pour faire les fours qui étaient au bois à l'époque, donc qui consommaient beaucoup de bois. Donc voilà, ça c'est le côté faïence de Nevers. Et puis nous, de notre côté, c'est mon arrière-grand-père en fait qui était faïencier et qui travaillait dans une manufacture, qui a racheté l'entreprise de ses patrons. Et depuis, c'est resté dans la famille, donc depuis 4 générations. Sauf qu'au départ, je crois que vous n'étiez pas prédestiné à reprendre l'entreprise. À quel moment il s'est fait le déclic? Pas du tout. Disons que Carole est quand même de la famille, hein. Ça lui revenait de droit, mais on n'avait pas envie tellement. Moi, j'avais jamais eu envie non plus. Enfin, c'était pas du tout mon but, quoi. On est tous les deux nés à Nevers, mais on a fait nos études et une première partie de vie professionnelle à Paris. On était bien. On a décidé de changer de vie. C'est plus un changement de vie en fait. Et puis c'est aussi parce que mes parents prenaient leur retraite et donc la faïencerie elle est fermée. Et du coup on s'est dit c'est dommage de pas essayer de faire quelque chose. On s'est dit on essaye de reprendre, on se donne 5 ans et puis si ça marche pas on arrête et si ça marche on continue. Et puis bon, ça fait 15 ans. Qui vous a appris le métier? Carole est née dedans, on va dire, même s'il a fallu forcément, j'imagine, reprendre un peu les techniques. Enfin, oui, puis c'est beaucoup de pratique. Carole elle est au décor, donc, le dessin c'est toute sa vie, la peinture, le dessin. Donc, moi en revanche j'étais beaucoup plus éloigné que ça du monde de la céramique, mais j'ai appris avec le papa de Carole déjà pendant... je me rappelle en 2010. On a fait 6 mois. On a fait toutes nos vacances, on est consacré à l'apprentissage sur le tas, on va dire. Et puis j'aime bien les citer parce que j'ai été un peu aidé aussi, pas mal aidé par le CNIFOP à Saint-Amand-en-Puisé, qui est un centre de formation dans les métiers de la poterie, et qui m'ont vraiment personnalisé. Ils ont compris un peu l'urgence du truc parce qu'on a décidé bien sûr au dernier moment de reprendre. Et moi j'avais 6 mois en gros pour pas que pour comprendre le métier, pour m'y mettre, parce qu'on n'était que tous les deux à la base. Alors on avait un mi-temps qu'on a conservé à la terre justement, mais moi il fallait vraiment que je travaille beaucoup. Vous parlez de pratique, justement, est-ce que vous pouvez nous montrer peut-être l'atelier et voir comment on confectionne les assiettes? Avec plaisir. Super, allons-y, c'est parti. On est ici dans votre atelier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se répartissent les rôles au quotidien ici? D'abord, un atelier de céramique, c'est toujours divisé un peu en deux. Une partie terre, dans laquelle on est là, et une partie décor, émail et décor, plus là-bas. Et puis nous, c'est très simple, les hommes sont à la terre et les femmes sont au décor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes? Je crois qu'il y a pas moins quand même de 30 étapes, plus de 10 heures de travail. Par où est-ce qu'on commence? On commence par la terre. Cette terre, on va la façonner. Donc nous, on fait beaucoup d'assiettes, on ne fait pas que des assiettes, mais on fait essentiellement des assiettes. Donc on va façonner la terre sur des machines, sur notamment une machine qu'on appelle une calibreuse. Donc ça va nous aider à faire des assiettes et des plats. Et puis si on veut faire des pièces de forme, comme on appelle ça, c'est-à-dire des vases ou des choses plus en forme, on utilise le coulage. Donc c'est de la terre liquide qu'on verse dans des moules comme ceci, et pour faire des tasses ou des vases. Voilà. Donc c'est les deux techniques qu'on utilise chez nous
calibrage et coulage. Combien de temps à peu près il faut du coulage jusqu'à l'assiette en elle-même? Ça, c'est très dur à dire. Ouais, c'est plein de parce petites que, bien étapes, entendu, ouais. à la terre, on fait beaucoup d'assiettes. Une matinée, on va faire une quarantaine d'assiettes, quoi. Bah là, il y en a une. Tiens, un bon Voilà, on exemple. fait ça en quelques heures. Ça, enfin, en c'est 2 heures. le calibrage. Ouais. Avec ces machines. Donc ça, c'est ce qui permet, donc le calibrage, si je comprends bien, c'est pour calibrer la taille de l'assiette. Et donc ça, c'est le moule et ça, c'est l'assiette. C'est ça. Ouais. Ok, très bien. Oui, alors c'est un peu fragile quand c'est en terre crue, donc il faut faire un peu attention. Parce que là, donc là, c'est pas cuit, c'est très 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 fragile, mais fragile à un point assez Ah oui, dingue. oui, oui. C'est de la terre sèche, comme ça en fait. Hein. Vraiment, c'est fragile comme ça. D'accord. Donc il faut faire très attention. Il faut la cuire, bien sûr, pour la rendre solide. Cette assiette, on va la faire en quelques minutes en réalité, hein, Mhm. mais elle va sécher, quelques minutes, disons, oui, quelques minutes d'action, si tu veux, sur la machine, mais elle va sécher ensuite après 2-3 jours. Quand même. Voilà. On a fait ça avant-hier, je crois. Donc il faut bien 2 ou 3 jours pour obtenir cette consistance-là, qui est la bonne consistance pour la mettre dans le four. Il ne faut plus qu'elle soit trop humide. Il y a toujours encore un peu d'eau, mais on enlève le plus d'eau possible à l'air libre. Donc si je comprends bien, la prochaine étape, c'est la cuisson. Voilà, Oui. cuisson de biscuits, la première cuisson. D'accord. Et ça se passe dans les fours là-bas. Donc on cuit dans les fours les plus crades, pour tout te dire. Parce que le biscuit n'a pas besoin d'être dans un four propre. C'est l'émail qu'on essaye de cuire dans un four propre. D'accord. Peu importe la première cuisson, on a un vieux four, ça nous suffit bien. Et quand on cuit la terre, merci. Quand on cuit la terre, elle devient solide. Ok. Alors c'est une première cuisson à 1030 degrés. Elle donne la couleur définitive à la terre. Tu vois, la terre, elle a blanchi quand même pas mal. Elle donne la solidité. Et puis on conserve quand même une bonne porosité. C'est-à-dire comme il n'y a plus d'eau du tout, la pièce est extrêmement poreuse. Et on verra ça tout à l'heure, par la suite, l'émailler, la tremper dans un bain d'émail. Donc l'émail qui est complètement différent du fait de lui donner une couleur, comme par exemple le bleu emblématique Voilà, de Nevers. c'est l'émail qui donne la couleur. D'accord. Blanc, alors on pourrait multiplier les couleurs, mais nous on a blanc, le fameux bleu cobalt très foncé, le bleu de Nevers, puis nous on a développé un petit jaune, on a un noir, on a du transparent, c'est important, ce qu'on aime de plus en plus faire c'est un émail transparent, du coup on peut décorer l'assiette sous émail, sur émail, enfin le transparent il est assez passionnant, et surtout il est plus solide, parce qu'on cherche beaucoup maintenant aussi à faire une faïence utilitaire. Tu vois, donc c'est un peu la différence. Nous, on se positionne un peu là-dessus par rapport aux anciens, on va dire. Voilà. Mais oui, parce que notamment, vous travaillez notamment avec des chefs, je pense tout de suite à Alain Ducasse, effectivement, donc qui, au-delà de l'aspect décoratif d'une faïence, maintenant ça devient quelque chose d'utilitaire dans lequel on mange. Oui. Donc ça demande effectivement des pratiques, Oui. des techniques. Moi, je dirais même qu'à la base, c'était bien sûr utilitaire. Mhm. Le XXe siècle l'a rendu, on va dire, quasiment que décorative. Hein, à quelques... Oui, parce qu'historiquement, il y avait toujours les deux productions. Ils Ouais. avaient une production de faïence utilitaire, souvent qui était blanche d'ailleurs, pas Blanche, décorée, et une production de faïence décorative, décorée à la main et tout ça. Et ça s'est perdu l'utilitaire, bah oui, au 19e, parce qu'il y avait de la concurrence, et puis que, voilà. La porcelaine est plus dure, Et le grès est plus les dur. matières Et nouvelles, puis la faïence est devenue effectivement, elle n'est pas devenue plus fragile, mais je pense que les consommateurs aussi ont pris l'habitude d'avoir des choses plus solides avec la porcelaine. Moi je sais, quand on a repris, les gens disaient le problème de la faïence c'est qu'on ne peut pas manger dedans. Alors nous ça nous choquait un peu parce que c'est à la fois vrai, à la fois pas vrai. Tu peux manger dedans, effectivement ton assiette elle va quand même s'abîmer plus rapidement, on va dire. Après maintenant on a aussi des nouvelles terres Voilà. qui permettent de faire de la faïence plus solide, qui n'existait pas autrefois. Donc pour répondre Ça, à la c'est- demande de Monsieur Ducasse, qui vraiment, c'est lui qui nous a fait... On a changé de terre. on a changé de terre en fait. Ah oui, d'accord, donc il y a quand même un processus C'est différent. C'est d'autres terres, d'autres cuissons notamment. En fait, en gros, une terre, plus tu la cuis, plus elle est solide. D'accord. Mais à un moment donné, elle ne supporte plus la température et elle va s'effondrer. Donc l'idée de l'homme, depuis qu'il est homme, en fait, depuis qu'il fait cet artisanat, c'est de cuire les terres le plus haut possible, jusqu'à leur limite, avant de s'effondrer. Et à force de chercher, maintenant, on connaît bien depuis longtemps, le kaolin peut se cuire très très fort. Certaines faïences allemandes peuvent se cuire aussi très très fort. Enfin, un peu moins que le kaolin, mais quand même assez fort. Et nous, c'est l'option qu'on a choisie en 2015 pour à la fois répondre
à la demande des restaurateurs. Et puis, on pouvait toujours, avec cette faïence, continuer le décoratif. Hein. Enfin, il n'y a pas de... qui peut le plus, peut le moins, si je peux dire ça. Donc, on a continué aussi, bien sûr, de faire des assiettes décoratives. Est-ce que justement, vous avez vu un changement dans la demande des clients entre le décoratif et l'utilitaire? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de personnes qui veulent acheter de la faïence pour manger dessus ou ouais. Oui, et modestement, à Nevers, c'est quand même nous qui avons bien enclenché Oui, le truc. et puis les gens sont contents en fait de pouvoir enfin les utiliser. Oui, c'est ça. Il y a deux choses, si tu veux. Il y a à la fois les Neversois, j'ai l'impression qu'ils sont contents qu'on puisse leur dire on peut manger dedans. Ah bon, mais je croyais qu'on ne pouvait pas. Et puis après, il y a quand même le monde entier qui nous disent tout le contraire. Heureusement qu'on peut manger dedans. Pourquoi vous ne mangez pas dedans? Vous faites des assiettes, on ne peut pas manger dedans. Et alors, donc, la cuisson, et après, donc, tu parlais de... Et après, on la trempe dans un bain d'émail. Ouais. Et alors, c'est vous qui créez les composantes de l'émail? Non, ça l'émail, on l'achète. D'accord. On l'achète quasiment tout fait. Nous, on dit qu'on le règle. C'est-à-dire qu'on a des sacs aussi pour régler un peu l'opacité, un peu la couleur. On peut rajouter bien sûr des oxydes de couleur. En fait, la base de l'émail, c'est de la silice. D'accord. La silice, quand tu la fonds, ça fait des verres. Et les potiers, depuis longtemps, ils se sont rendus compte qu'on peut la fondre on peut l'aider à fondre avant 1500 degrés. Je ne t'ai pas dit que ça fondait à 1500 degrés. Et on peut l'aider à fondre avant 1500 degrés si on lui ajoute des choses qui, eux, fondent avant 1500 degrés. En fait, c'est une drôle de particularité de la physique. C'est une danse millimétrée, quoi. Non, tout à fait. Normalement, ça fond à 1500, mais si tu mets du plomb, alors je dis ça, on ne met plus de plomb. Hein. Mais avant, l'idée c'était de mettre du plomb parce que le plomb il fond à 900 degrés. Donc, la silice fondra à 900 degrés. D'accord. C'est ça qui est fou. D'accord. C'est un peu mystérieux, je trouve, moi. Et donc, il n'y a plus de plomb, je te rassure. Et l'émail blanc, historiquement, il est à l'étain. D'accord. Donc, silice éteint, en gros. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a d'autres choses, bien sûr. Et après, tu peux les colorer avec tous les oxydes métalliques que tu verras avec Carole. Ok. Le cuivre donne du vert. Vous connaissez bien à Paris le vert de cuivre, les toits de Paris. Le bleu donne le cobalt, tu connais, etc., etc. Donc, chaque oxyde métallique donne une couleur. Et on peut les mélanger, on peut soit peindre avec, comme fera Carole tout à l'heure, soit les mettre dans l'émail pour trouver des teintes. Voilà. Et c'est ça qu'on fait, nous. Voilà. D'accord. Et ça, c'est pas dur à faire, si tu veux, c'est pas technique. C'est juste beaucoup de cahiers, tu vois, beaucoup de cahiers où on note les grammages précisément et les recettes, quoi. Donc, ce qu'il faut bien comprendre de l'émail, c'est que c'est de la poudre. Et l'idée, c'est de poudrer cette pièce. D'accord. Donc la poudre, on la met dans l'eau, mais l'eau ne sert pas à autre chose qu'à transporter la poudre. Quand on va plonger cette pièce dans le bain, comme elle est très poreuse, cette pièce, c'est ça qui vous aide en fait, l'eau va pénétrer dans la pièce et va juste conserver à la surface une fine couche d'émail cru, comme on dit. Alors là, ça va faire un peu de bruit, désolé. Oui, ça joue un peu. Donc, on prend notre pièce, on a des petites pinces comme ça, c'est très pratique. C'est les pinces de l'arrière-grand-père. Et en fait, on plonge quelques secondes, même pas, la pièce. Donc, comme je t'ai dit, l'eau pénètre dans la pièce et c'est déjà sec. Parce que c'est juste de la poudre en fait. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'émail cru. Est-ce que ça vous touche, ça, le fait de ralentir dans un monde qui va très très vite, d'avoir un métier qui amène à ralentir, être dans le détail, Des fois, les gens ne comprennent pas aussi. C'est parce que des fois, les gens nous appellent, nous disent il faut 300 assiettes pour la fin du mois. Et parce qu'ils ne savent pas comment on travaille. Et c'est vrai que les gens ont perdu un peu cette notion de passer du temps sur des choses, sur des objets. C'est ce qui fait le prix aussi. Et c'est difficile de faire des pièces qui soient accessibles et sur lesquelles on va passer autant de temps parce que c'est notre savoir-faire et qu'on ne veut pas le perdre. On pourrait aller plus vite sur certaines étapes en industrialisant peut-être. Mais nous on fait comme ça, donc voilà, effectivement c'est plaisant mais en même temps il faut l'expliquer. C'est pour ça qu'on essaye aussi
d'expliquer aux gens comment on travaille, de montrer des photos de l'atelier. On a un processus qui est très long, qui est presque un peu en décalage avec l'ère du temps. On n'est pas les seuls. Hein. Je veux dire, dans l'artisanat d'art, nous on s'en revendique. Hein. Notre syndicat est à fond sur cette notion. Et en même temps, et on peut surprendre aussi positivement certains clients, on peut quand même sortir, voilà, on est bien organisé, on peut bien, tu vois, on a quand même, voilà, on a des grandes tables, on peut sortir 300 assiettes, peut-être pas pour la semaine prochaine, c'est là le problème des fois des gens, mais on peut sortir 300 assiettes en un mois et demi. On le fait, oui. Et on le fait. Et ça aussi, des fois, les gens sont agréablement surpris de savoir que artisanat d'art ne rime pas forcément qu'avec, tu sais, pièces uniques. Dans ce sens-là, on n'est pas des artistes, on est vraiment des artisans d'art. Donc on peut quand même répondre à des grosses commandes, notamment de restaurateurs ou que sais-je, enfin, plein de choses. Et alors, donc, après cette étape, tu nous expliquais qu'il va y avoir donc le dessin. Le dessin, c'est de ton côté, Carole, il me semble. Est-ce que tu peux nous montrer du coup comment ça fonctionne? On va emmener la petite assiette. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est le dessin qui guide l'objet ou est-ce que c'est l'inverse? Chez nous, c'est plutôt le dessin, enfin l'objet qui est support du dessin. On ne travaille pas tellement de design très différents ou très originaux. Parce que justement, on a ce décor. Et c'est ce qui fait notre marque de fabrique. Donc, on ne peut pas avoir des formes très compliquées avec un décor chargé. C'est pas ce qu'on veut faire, quoi. Du coup, les formes sont assez simples et par contre les dessins, là on n'a pas de limite, on fait un peu ce qu'on veut. Donc on a choisi de faire un hommage à Culture Réseau. Merci beaucoup, ça nous touche beaucoup. Le poncif, c'est un papier qui va nous permettre de reproduire le dessin, enfin le motif sur la pièce émaillée. Parce que peindre sur une pièce émaillée, c'est pas comme de peindre sur une feuille. Voilà, on n'a pas tellement droit à l'erreur, c'est très poudreux, c'est très poreux. Et le poncif, c'est un papier avec des petits trous. C'est un tatouage, oui. Ouais. Et donc avec la machine, je vais venir faire les contours du motif à reproduire. Quand c'est des tout petits motifs, on les fait à la main avec une aiguille, mais là, quand c'est des choses comme ça, c'est quand même plus rapide de les faire avec ça. Et donc là, voilà, ça fait des petits trous. Comme ça. Là, je vais poncer les trous avec du papier vert pour que ce soit plus doux, parce que là, les petits bouts de papier qui remontent et qui piquent un peu, ils vont venir sinon abîmer l'émail, donc il faut poncer pour que ce soit bien lisse et bien doux. Alors là, tu as eu comme inspiration notre logo et encore un grand merci. Mais sinon, où est-ce que tu puises ton inspiration? En fait, on fait une assiette par mois. C'est un peu notre laboratoire de recherche. Ça s'appelle The Monthly Plate. Et donc là, on fait vraiment ce qu'on a envie, selon. Des fois, c'est en fonction de l'actualité ou pas, ou des saisons, ou de quelque chose qu'on va avoir vu. Dans la nature, en ville, en se promenant. Et donc là, on se donne vraiment pas de limite parce qu'on fait une assiette par mois. Donc si c'est pas beau, ou si ça marche pas, ou si ça plaît pas, c'est pas grave, on l'oubliera, puis on en fera une autre. Donc ça nous permet vraiment de pas se mettre la pression sur la création. Et ça nous entraîne aussi à trouver des idées. Donc voilà, il n'y a pas tellement de règles, c'est au feeling. Donc avant de décorer, effectivement, il y a plein de choses à retoucher. Donc on enlève, on désémaille le pied pour pas que l'assiette colle dans le four. Donc ce qui permet, oui, de lisser toutes les aspérités qui ont pu être. Enlever un peu les petites les marques de pince et puis on va lisser un peu tout ça à la main. Ensuite, on commence par la signature. Parce que comme c'est au dos, la signature, après on va devoir travailler devant, donc ça évite de faire des bêtises une fois que le dessin est fait. Donc la signature, depuis le
XVIIIe siècle, je crois. On signe avec le Nevers. Donc c'est un rébus. Voilà. Nevers. Donc nous, il y a 2 Nevers. Et puis, on marque le nom de la fabrique. Donc nous, c'est la faïencerie Georges. On réécrit Nevers parce que quand même, le rébus, tout le monde ne l'a pas tout de suite. Et à chaque génération, on rajoute un petit truc pour voir à quelle époque, de quelle génération justement a fabriqué cette pièce. Et alors là, qu'est-ce que tu as rajouté? Un petit dé pour Dumont, de Jean-François Dumont. Ah, très bien. Donc là, on va poser le poncif. Donc on va mettre le dé comme ça. Et là, je vais passer du charbon de bois en poudre dessus. Comme ça. Et le charbon de bois va passer à travers les petits trous que j'ai fait tout à l'heure. C'est comme un calque en fait. Bah, un peu plus comme un pochoir. Un pochoir. Voilà. Et on enlève, voilà, ça reproduit là. Mais par contre, le charbon de bois, il va disparaître à la cuisson. Donc c'est vraiment juste un guide pour après pouvoir venir dessiner. Et donc après, bah, on passe à la peinture à la main. Et alors, qu'est-ce que tu viens d'installer là? Alors oui, ça c'est le bâton. Comme on va décorer sur cet émail cru qui est vraiment extrêmement fragile et sur lequel on ne peut pas s'appuyer, on met ce bâton pour pouvoir poser la main, pour pouvoir peindre ensuite sur la pièce sans la toucher. Donc en fait, après, on va adapter en fonction de là où on doit peindre. L'autre main va être beaucoup utile aussi pour placer l'assiette au bon endroit. Et puis enfin, vous allez voir, ça, les 2 mains sont très utiles. On ne pourrait pas décorer avec une seule main. Donc là, j'ai de l'oxyde. C'est des oxydes métalliques qui sont mélangés avec de l'eau. Donc là, c'est du noir. Et puis, je vais déjà faire les contours du dessin avec le pinceau traceur, qui est ce pinceau qui a une réserve et une pointe très fine, ce qui va permettre de tracer les contours sans avoir à retremper trop souvent dans le pot, parce que ça c'est très liquide et ça c'est très poreux. Donc là, on va faire tous les contours du dessin. Il faut quand même retremper régulièrement. Donc ça, c'est la partie quand même la plus longue de la fabrication d'une pièce en faïence. C'est le décor. Pendant qu'on est avec toi, Carole, j'aimerais qu'on parle de la récompense récente que tu as eue, puisque tu as été décorée de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça doit être quand même une grande fierté, la Légion d'honneur, c'est pas rien. Ben oui, je m'y attendais pas du tout déjà. Et puis, en fait, ça fait réfléchir. Enfin, moi, quand on m'a dit ça, je me dis mais pourquoi moi? Enfin, je me sentais pas tellement légitime. Du coup, ça m'a fait un peu réfléchir aussi à ce métier qui est quand même vraiment particulier, qui est ancré dans l'histoire de Nevers, mais même le métier de potier qui est quelque chose qui se pratique depuis les hommes préhistoriques, quoi. La poterie, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement ancien et puis que l'homme a fait assez rapidement finalement dans l'histoire de l'artisanat, quoi. Et puis aussi de se dire que quand on retrouve des tessons de faïence qui sont extrêmement anciens, qui sont exposés dans les musées, quand on allait en Hollande il n'y a pas très longtemps, et au Rijksmuseum, il y avait de la faïence de Nevers par exemple, une pièce, quoi. C'est souvent qu'il y a une pièce de faïence de Nevers dans les grands musées nationaux. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant parce qu'on s'en rend pas trop compte, parce qu'on n'y pense pas, mais on participe quand même à perpétuer quelque chose qui est peut-être pas très important, qui n'est pas essentiel. C'est sûr que s'il n'y avait pas de faïence à Nevers, on vivrait très bien. Mais bon, c'est là depuis tellement longtemps, et puis ce métier de faïencier, le métier de la poterie est là aussi depuis toujours. Et du coup, c'est assez touchant de repenser à tout ça et de se dire que
On fait un métier qui est quand même particulier et qui est vraiment ancré dans l'histoire des hommes, avec un H. Et puis dans l'histoire de Nevers aussi, parce que c'est quand même très ancien, c'est ce qui a fait la renommée de Nevers. Il y a quand même des trucs historiquement qui se sont passés avec cette faïence qui sont importants et qui ont marqué l'histoire. Et puis c'est aussi l'importance du Made in France, puisque la production ici, elle est 100% française. Vous êtes labellisé, vous êtes reconnu comme artisan. Rappelle-moi le nom. Atelier d'art. Atelier d'art de France, et puis on a le label EPV aussi, Entreprise du patrimoine vivant. Est-ce que tu ressens justement une certaine responsabilité à faire perpétuer ce savoir-faire unique et local ? Oui, parce que du coup on est quand même plus très nombreux. Avant tout le monde, toute la ville travaillait autour de la faïence, et puis maintenant on est que quelques-uns à encore pratiquer cet artisanat. Donc il y a un peu aussi c'est ce que tu dis, une responsabilité un peu de maintenir ce truc, et puis aussi de le refaire connaître. Moi j'y tiens beaucoup parce que nous c'était aussi notre volonté, c'était justement de faire en sorte que la faïence de Nevers ne soit plus connue que à Nevers, ce qui était le cas vraiment quand on... Ou alors vraiment, sinon c'est des gens qui sont des antiquaires ou des gens qui sont vraiment spécialisés, que vous connaissez. Mais nous, ce qu'on aime, c'est pouvoir vendre nos assiettes et nos pièces dans le monde entier, que les gens découvrent notre savoir-faire et que ce soit pas que pour les initiés, quoi. Donc ça, c'est très important. Et puis je pense que c'est ce qui va faire qu'on arrive à faire vivre cette fameuse faïence de Nevers. Tes parents maintenant ils sont à la retraite. Est-ce qu'ils sont, j'imagine qu'ils sont fiers évidemment de leur fille et de leur beau-fils, mais est-ce que quand ils te voient faire ces assiettes qui sont aussi un lien entre modernité et tradition, parce qu'il me semble que votre première collection c'était sur des friches industrielles, alors qu'à l'époque c'était plutôt des monuments historiques qui étaient représentés sur de la faïence. Quel est leur regard sur justement la reprise de l'entreprise familiale aujourd'hui? Au début, ils étaient très inquiets parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient peur qu'on n'y arrive pas, quoi, puis et puis que ça marche pas, et puis qu'on soit déçus, puis qu'il fallait tout. Et puis donc ils avaient plutôt tendance à nous déconseiller de reprendre. Et puis quand ils ont vu que c'était vraiment notre volonté, ils ont dit ok, allez-y, faites. Et puis maintenant, ils sont très contents parce que ils voient que même si c'est pas complètement acquis et que c'est encore difficile par moment, on arrive quand même à en vivre, et puis ça nous plaît. Surtout, ils sont contents de voir qu'on aime notre métier, et puis que on a réussi à faire quelque chose de nouveau, même si c'était pas gagné depuis le début. Donc pour ça, ils sont contents. Puis ils sont fiers aussi de voir qu'on ne vend pas, encore une fois, que à Nevers, et qu'on arrive à faire voyager notre faïence familiale. Tu parles justement du fait que la faïence et vos produits ne sont pas uniquement à Nevers, mais ils sont aussi dans le monde entier. On parlait tout à l'heure d'Alain Ducasse. Comment est-ce que tu vois la place de la faïence aujourd'hui dans le monde de l'art de la table ? Je trouve qu'elle a été boudée pendant très longtemps, la faïence. Dans le monde des arts de la table, c'était plutôt de la porcelaine pendant très longtemps. Il y a eu un petit retour sur les matières grâce au grès. On a vu beaucoup de restaurants qui avaient des assiettes en grès, donc c'est des trucs un peu plus costauds, un peu rustiques, un peu craft, comme on dit. Mais qui sont... le grès, c'est bien, mais je trouve que c'est pas forcément agréable parce que c'est un peu rugueux, quoi. Pour manger, il y a un bruit qui est pas toujours très sympa. Ça grince un peu sous la fourchette. Et puis là, il y a toujours cette faïence qui est un peu entre les deux et qui a ce côté un peu rustique, un peu épais, mais qui est douce et lisse. Et effectivement, il y a beaucoup. Certains restaurants se tournent vers la faïence, et ça, c'est chouette parce que justement,
il y a quand même il y a vraiment ce côté artisanal qui est toujours présent avec la faïence, même pour des assiettes pour manger dedans. Donc là, tu as fini le décor de l'assiette. Oui, je vais faire des petites retouches avec le petit couteau de mon arrière-grand-mère. Il y a des objets comme ça qui sont là depuis très longtemps. Mais c'est ça, on voyait tout à l'heure, il y a la pince pour plonger l'assiette dans l'émail qui appartenait à l'arrière-grand-père, si j'ai bien compris. Là, le petit couteau de l'arrière-grand-mère, c'est vraiment des outils qui se transmettent de génération en génération. Il n'y a pas d'ailleurs de nouveaux outils plus fonctionnels ou non, c'est toujours resté les mêmes. On peut aussi se servir dans le neuf. Oui, et puis il y a beaucoup de choses qui sont neuves aussi, mais après ces outils-là, c'est des trucs en métal qui s'abîment pas, c'est comme le pied là aussi, enfin, c'est des trucs qui sont là, on les utilise quand on n'a pas de raison de les changer. Ouais, puis c'est symbolique aussi d'utiliser... Oui, c'est marrant, c'est touchant, on m'a dit, il va peut-être pas tenir très longtemps, mais tant qu'il tient. Donc c'est avec ce petit couteau que tu peux faire des retouches sur l'assiette. Oui, c'est juste pour lisser en fait, quand il y a des petits traits à enlever comme ça, enfin... On peut corriger en grattant un tout petit peu avec le couteau. Et j'imagine que vos enfants baignent un petit peu quand même dans le milieu de la faïence. Est-ce que vous voyez une 5e génération reprendre le flambeau et notamment peut-être vos enfants ? Pour le moment non, mais en même temps, moi je ne voulais pas reprendre non plus, donc je me dis ça va peut-être venir. Et puis si ça se fait pas, tant pis, c'est la vie. Hein. Oui, on se pose pas trop la question en fait. S'il y a une suite, tant mieux. Nous, on a fait notre job. On a fait le job. On voit aussi un peu quand même les limites de la céramique en France. Hein. Pas non plus. Voilà, nous je trouve qu'on a une belle histoire et puis on a vraiment construit quelque chose de vraiment sympa à partir de quelque chose d'existant. En plus, les parents de Carole nous ont quand même transmis quelque chose. On n'a pas du tout envie de les forcer, nos enfants. On comprendrait aussi qu'elles aient envie de faire autre chose, peut-être plus d'ambition, on va dire professionnelle au sens de la situation. Je ne sais pas, tout est possible. Carole, à leur âge, n'avait pas du tout envie de reprendre. Et puis je pense que j'ai bien fait parce que c'est bien d'avoir un bagage un peu autre pour reprendre une entreprise familiale directement. Je trouve que c'est un peu... ça peut être frustrant, on peut regretter, là, au moins nous on l'a fait sans regret. Donc la suite à venir et l'avenir nous le dira. Peut-être tardivement, voilà. C'est peut-être bien aussi de partir pour revenir, je sais pas. Merci infiniment, merci de nous avoir montré tout ça. C'est un plaisir. Merci beaucoup.